J'ai pas mal arpenté les couloirs de l'école pratique des hautes études, rue de Lille ou rue Ferris, sans avoir eu l'occasion de vous rencontrer. Il fallait attendre 2026, une bonne dizaine d'années plus tard, l'initiative de l'association Chupa pour se rencontrer, vous faire venir pour deux conférences. Présentation d'ouvrage qui a eu lieu hier à la librairie Tonnerre autour de votre ouvrage 1882-1905 ou la laïcité victorieuse, et aujourd'hui pour une conférence sur l'approche de la sociologie historique sur la question de la laïcité en France. Sans plus tarder, je vais passer la parole aux membres de l'association Chupa qui vont présenter la séance d'aujourd'hui avant de vous laisser la parole pendant une heure. Et je signale déjà qu'il y a des ouvrages qui se trouvent dans l'amphithéâtre, donc si vous voulez en acheter, c'est possible, et on peut avoir une petite dédicace à la fin de la séance. Merci. Bonjour à tous et toutes, nous vous remercions déjà d'avoir répondu présent à cette conférence qui s'inscrit dans les jeudis d'ITEM organisés par le laboratoire ITEM et notamment par M. Araï, en collaboration avec la librairie Tonnet où s'est tenue hier une première conférence, et notre association des étudiants de master d'histoire, la Chupa. Bonjour à vous, M. Bobéro. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation en cette année des 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État. C'est en l'honneur de cet anniversaire que nous avons souhaité organiser cette conférence, car la laïcité n'est pas une notion abstraite, ni un vestige du passé, et qu'elle est régulièrement mise à l'épreuve dans les débats de notre temps. Cette conférence se destine à un large public, tant à nos camarades qui s'orientent vers l'enseignement qu'à ceux qui déjà s'y dédient, recevant la lourde charge d'expliquer ce qu'est la laïcité à nos élèves. Vous avez soutenu tout d'abord une thèse de 3e cycle à l'école pratique des hautes études en 1967 portant sur l'évangélisation protestante non concordataire en France et les problèmes de la liberté religieuse en France. Vous avez par la suite soutenu une thèse d'État à l'université Paris 4 en 1984 sur le protestantisme et la laïcisation de la société française au 19e et 20e siècle. En 1991, vous êtes élu à la chaire Histoire et Sociologie de la laïcité à l'école pratique des hautes études, carrière couronnée finalement par la présidence de l'école pratique des hautes études en 1999, dont vous êtes aujourd'hui le président honoraire. Il faut aussi noter que vous avez fondé en 1995 le groupe de sociologie des religions et de la laïcité. Votre engagement à propos de la laïcité donc, ne s'est pas limité au cadre universitaire, puisque vous avez à plusieurs reprises porté cet engagement dans la sphère citoyenne ou politique, pratique que vous encouragez vos collègues scientifiques à imiter, car, comme vous l'avez écrit, pour pouvoir transformer le monde, il faut entre autres savoir l'interpréter le plus rigoureusement possible. Vous avez été ainsi membre de la commission Stasi sur l'application du principe de laïcité dans la République en 2003 et membre du conseil d'administration de la Vigie de la laïcité depuis 2021. Je prends le micro à la suite de mon camarade pour revenir sur vos travaux en soi. Donc vos travaux centraux dans la compréhension de la laïcité, qui ont fait de vous une référence de la compréhension de celle-ci en France, excusez-moi pour le micro. Donc sans vouloir venir empiéter sur votre intervention qui va suivre, nous rappellerons certains des concepts clés que vous avez définis. Donc premièrement, dans les 7 laïcités françaises, le modèle français de laïcité n'existe pas. Vous constatez que la laïcité n'est pas une évidence et que le concept recouvre en réalité une multiplicité d'usages, de représentations et aussi d'appropriation de tous bords. Vous définissez donc 7 idéotypes, comme vous avez parlé hier d'interprétation de la laïcité. Ok, c'est bon, pardon, excusez-moi. Qui sont issus d'une comparaison avec le portrait robot que vous avez établi de la laïcité tel que posé par la loi de 1905. Vous êtes aussi reconnu ensuite pour le concept de seuil de laïcisation, qui ont rejeté une histoire événementielle de la séparation des églises et de l'État, montrant que la construction de la laïcité est passée par plusieurs seuils. Donc, vous montrez notamment que la loi de 1905 n'est pas le point de départ d'une laïcité ex nihilo, mais qu'elle est en maturation dès la Révolution, le consulat et l'instauration de l'Empire, qui constitue le premier seuil, et que le deuxième seuil ne se limite pas à 1905, mais correspond
à l'adoption d'un ensemble de lois laïcisatrices, allant des lois Ferry aux lois de séparation des églises et de l'État jusqu'en 1908, et qu'on peut même prolonger jusqu'en 1904, avec la résolution du problème 1924, pardon, avec la résolution du problème des associations cultuelles, dont vous avez parlé hier également. Donc maintenant que nous avons brièvement rappelé les grandes phases de votre carrière et par là même celle de vos travaux, nous vous laissons la parole afin que vous puissiez présenter l'approche de la sociologie historique dans l'étude de la laïcité en France. Merci beaucoup, merci et bonjour à toutes et à tous. Donc, le titre propose finalement d'aller dans les coulisses, un petit peu, voir comment un historien, un sociologue élabore ses travaux et le résultat que ça a. Bon, alors, vous avez rappelé ma thèse de 3e cycle dans les années 60. Voilà. Et donc, effectivement, quelle était la situation dans ces années 60 ? Alors, c'est important de rappeler, au niveau du discours social, maintenant, on prétend que, justement, dans les années 60, la laïcité allait de soi. Alors, ce terme allait de soi, on va y revenir, parce que c'est un concept aussi, mais là, c'est utilisé dans le langage courant. Et c'est faux, oui. Et la laïcité était l'objet d'un conflit virulent, la loi Debré donnant des financements publics importants aux écoles privées datées de 1959. Et donc il y avait tout un discours finalement de la laïcité menacée. Et quand on disait laïcité, les gens pensaient subvention publique, ou plutôt refus de subvention publique dans les écoles privées. Et quand on parlait d'atteinte à la laïcité, eh bien, il s'agissait justement de ces subventions publiques dans les écoles privées. C'est très intéressant parce que maintenant, au niveau du discours social, on fait comme si cette question n'avait jamais existé, comme si la laïcité faisait consensus dans les années 60. Alors, il y avait également des études historiques sur la laïcité. Il y avait notamment, j'en citerai seulement deux, il y avait l'étude de Mona Ozouf, L'école et la République, et il y avait l'étude de mon directeur de thèse, Jean-Marie Maillard, dont la première version, donc parue en 1966, s'appelait La séparation de l'Église et de l'État. Il a changé dans les éditions ultérieures en séparation des églises et de l'État, et ça montre bien effectivement qu'à ce moment-là, on pensait surtout l'Église catholique et on minorait un peu les minorités religieuses. Et moi, si vous voulez, donc j'ai fait carrière ensuite, et dans cette carrière, j'ai exploré diverses possibilités d'expression, et je crois que c'est intéressant de voir que, justement, il me semble personnellement, mon choix, c'est de ne pas se limiter à des ouvrages savants, même si j'ai essayé d'en faire, et notamment, par exemple, des ouvrages théoriques comme La laïcité sans frontières, qui donnent un peu la conceptualité, si vous voulez, que j'utilise. Mais j'ai fait également des études de cas sur la loi de 1905, enquête sociologique sur la laïcité au Québec, par exemple. J'ai fait des livres de synthèse, et donc le dernier livre que je viens de publier, 1882-1905, ou La laïcité victorieuse, j'estime que c'est un ouvrage de synthèse. Mais j'ai également fait des ouvrages de vulgarisation. J'ai fait un ouvrage qui s'appelle La laïcité expliquée aux enfants. Des ouvrages polémiques, La laïcité expliquée à Nicolas Sarkozy. C'est plus difficile de l'expliquer à Nicolas Sarkozy qu'aux enfants. Et un roman historique qui s'appelle Un probable amour, Émile Combes et la princesse carmélite, parce que Émile Combes, qui avait 68 ans, qui était très anticlérical, issu du peuple, et la princesse carmélite qui avait 34 ans, qui était donc religieuse et qui était richissime, ont eu un amour justement improbable, et l'histoire était trop belle pour en faire un livre universitaire, donc j'en ai fait un roman historique. Et en plus, j'ai donc régulièrement un blog de Mediapart où je donne à la fois des analyses sur tel ou tel point, et des fois des billets d'humeur. Alors je dis ça parce que on ne fait pas d'histoire et de la sociologie, on ne fait pas des sciences sociales
sans avoir à gérer ses affects, si vous voulez, et, alors de manière positive ou pas positive. C'est-à-dire que je pense qu'à la fois il faut se croire génial et en même temps pas trop se prendre au sérieux. Il faut ne pas craindre de prendre des coups, mais aussi savoir en donner. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et il faut aussi prendre du plaisir dans sa recherche, sinon c'est pas la peine de s'y adonner. Alors, ceci dit, moi j'ai bénéficié, si vous voulez, donc de ces études historiques, mais j'ai aussi éprouvé une certaine insatisfaction et à la fois, bon, j'ai énormément d'estime pour Jean-Marie Mayer, qui a été donc directeur de thèse, mais en même temps, si j'ai travaillé le sujet, c'est parce que j'estimais, et c'est normal, qu'il n'avait pas donné le mot d'ordre définitif sur la question, et moi-même je ne prétends pas, évidemment, avoir donné, je serais content que d'autres personnes aillent plus loin. Bon. Alors, pourquoi? Parce que, disons, aussi bien le livre de Mona Ozouf que celui de Jean-Marie Mayer pointaient sur des études de cas. Et mon idée, c'était qu'il fallait envisager la laïcité comme un processus. C'est pour ça que je suis passé de laïcité à laïcisation, indiquant un processus, et un processus sur la longue durée, puisqu'il a commencé au moment de la Révolution française. En tout cas, dans ma perspective, si vous voulez, on pourrait avoir d'autres perspectives, on remonterait plus loin, mais dans ma perspective, la Révolution française est vraiment ce qui déclenche les seuils de laïcisation, et je poursuis jusqu'à aujourd'hui. Donc, évidemment, aujourd'hui du début de mes recherches et aujourd'hui de maintenant n'est pas tout à fait le même. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à théoriser, il y avait 2 seuils de laïcisation, et maintenant il y en a 3, parce qu'il s'est passé des choses depuis lors. Alors, comme je n'étais pas très satisfait, si vous voulez, de la manière dont les historiens théorisaient, je trouvais qu'au niveau de l'histoire contemporaine, il n'y avait pas tellement de théorisation. Je suis allé voir du côté des sociologues. Et du côté des sociologues, il y avait ce qu'on appelait à l'époque le paradigme de la sécularisation. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée qu'il y avait un processus de déclin de la religion dans les sociétés modernes. Évidemment, je suis obligé de résumer de manière très, très schématique. Processus de déclin socio-culturel qui se fondait, et on voit l'influence d'une vulgate marxiste à ce moment-là, sur le socio-économique, sur le fait que les 2 systèmes socio-économiques, aussi bien le système capitaliste que le système socialiste communiste en vigueur à l'époque dans les pays de l'Est, étaient des systèmes sécularisateurs, que les États ex-colonisés étaient en train de s'émanciper, de prendre les indépendances, etc., mais que, devenant indépendants, certains choisissaient le système capitaliste, d'autres choisissaient le système communiste, mais de toute façon, donc, ils choisissaient des systèmes occidentaux sécularisateurs. Donc c'était ça le paradigme. Et moi j'ai été insatisfait également par ça, et parce qu'il me semblait qu'on loupait le politique, on loupait le maillon politique. Les sociologues étudiaient bien effectivement les choix politiques, mais c'était surtout les votes électoraux. Ils montraient que les catholiques votaient plutôt à droite, que les athées votaient plutôt à gauche, etc. Mais bon, le politique en tant qu'instance de la vie sociale était minimisé. Donc c'est là que moi je me suis dit qu'il fallait distinguer un concept de sécularisation, alors qu'il ne soit pas tout un paradigme, qu'il ne soit pas englobant, etc., qu'il soit plus limité et qu'il soit bien rattaché, disons, à un niveau socio-culturel et à la dynamique sociale, et un concept de laïcisation qui, lui, alors serait une régulation sociopolitique du religieux et qui serait conceptuellement distincte du processus de sécularisation. Qui
donc ne devenait plus un paradigme, mais quelque chose ayant un champ plus limité. Alors évidemment, il y a des interférences entre les deux, je n'ai jamais nié ça, au contraire, mais conceptuellement, on tente à les dire. Et donc, à partir du moment-là où il y a cette distinction, par rapport à la sociologie de la religion, il y a une certaine autonomisation, et donc l'idée de faire une sociologie de la laïcité, ou plus exactement, une sociologie historique de la laïcité, puisque c'est l'étude d'un processus socio-historique. Alors ceci dit, évidemment, je ne faisais pas ça dans le vide, et le fondateur de la sociologie en France, Émile Durkheim, donnait déjà des pistes, je dirais, pour aller de la sociologie de la religion à la sociologie de la laïcité, même si lui, il n'avait pas fait de sociologie de la laïcité. Et il donnait une piste importante en faisant l'hypothèse qu'une société se fonde en distinguant un sacré et un profane. Le profane étant la routine quotidienne, la vie ordinaire, si vous voulez, et le sacré étant ce qui est à la fois séparé, qui peut être tabou, interdit, et ce qui est vénéré en tout cas. Et ce sacré, il peut être un sacré religieux, mais il déborde le religieux. Il n'est pas qu'un sacré religieux, il peut être également un sacré politique, avec des rituels cérémoniels. Bon, le 14 juillet, si jamais par exemple le président de la République décidait de bouder le 14 juillet, ça ferait quand même du bruit dans Landerneau. On voit bien là l'importance. Le drapeau, empiriquement, c'est un bout de tissu. Bon, mais si vous profanez le drapeau, c'est pas pareil que si vous profanez un chiffon. Bon, si vous mettez les pieds sur le drapeau, c'est pas pareil que si vous mettez les pieds sur un chiffon. Des textes fondateurs, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui, je rappelle, a été figurée comme les deux tables de la loi données par Yahvé à Moïse, etc. Et d'ailleurs, depuis Durkheim, cette idée d'un sacré politique a été creusée par plusieurs sociologues, notamment un sociologue américain, Robert Bella, qui a repris en la sociologisant la notion de Jean-Jacques Rousseau de religion civile, et qui montre qu'il y a un processus qui sacralise les valeurs d'une société. Alors, il y a deux types de religion civile chez Bella, pour dire les choses très rapidement. Il y a la religion civile américaine, où il y a un dieu politique, si vous voulez, qui est sacralisé comme légitimant l'Amérique et donnant une mission messianique à l'Amérique. C'est le dieu de Trump, par exemple, pour parler d'actualité, mais c'est pas forcément le dieu des religions. Et quand Trump a eu son culte d'intronisation, l'évêque épiscopalien de Washington l'a engueulé, on peut dire, en lui rappelant les droits des migrants, les droits des homosexuels, des personnes transgenres, etc., etc. Donc il peut avoir un conflit, si vous voulez, entre le dieu politique de la religion civile et le dieu religieux de telle ou telle confession. Et puis, dit Bella, la religion civile, et ça c'est quelque chose évidemment qui m'a beaucoup inspiré, la religion civile à la française, ce n'est pas un dieu politique surplombant et légitimant la République, c'est la République elle-même absolutisée. Et pour Bella, il y a une religion civile en France qui fonctionne, et de manière implicite, si vous voulez, et qui est l'absolutisation de la République par elle-même. Donc, il y a cette confrontation et cette articulation du religieux et du politique dans la sociologie historique de la laïcité. Alors, deuxième partie, maintenant, approche et méthode de cette sociologie historique de la laïcité. Alors, bon, j'ai cité Durkheim, mais effectivement, Durkheim et les Durkheimiens m'ont influencé, et moi, je me suis plutôt situé dans la problématique ouverte par Max Weber, et de ce qu'il appelle une sociologie compréhensive, c'est-à-dire qui essaye d'expliquer l'action sociale, son déroulement et ses effets, de façon causale et compréhensive. Alors, compréhensive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaye de reconstituer rationnellement le sens que les acteurs donnent à leur action, la cohérence interne de ces actions,
et les effets de ces actions, avec une insistance chez Weber sur les effets non voulus, sur le fait que c'est pas ce que voulaient, ce que souhaitaient les promoteurs d'une action qui se réalise en fait. Il y a un décalage. Bon, dans le langage courant, on parle d'effet d'aubaine, par exemple, pour parler justement des aspects un peu paradoxaux de certaines mesures ou certaines lois qui sont prises. Et c'est là où il fait la distinction entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, elle est amarrée à ses principes, et peu importe les conséquences, même si ces conséquences sont paradoxales, et l'éthique de responsabilité, et c'est autant que faire se peut de prendre en compte justement les conséquences plausibles d'une action, et en pensant que si on les ignore, et si on est dans la pure éthique de conviction, eh bien, ces conséquences non prévues feront boomerang aussi. Alors, pour Weber, cela nécessite de la part du chercheur la neutralité axiologique. Et je voudrais en dire deux mots parce que je trouve que cette exigence de neutralité axiologique est mésinterprétée. Et j'ai fait un livre de controverse, notamment avec Nathalie Heinrich, qui se veut très weberienne, très neutralité axiologique, mais qui, de mon point de vue en tout cas, mésinterprète ce sens. Et bon, qu'est-ce que ça veut dire la neutralité axiologique? C'est pas une neutralité ontologique. Vous savez, Jaurès a dit seul le néant est neutre. Ontologique, oui, seul le néant est neutre. Et là, c'est une neutralité beaucoup plus fonctionnelle. On suspend son jugement de valeur. On suspend. On ne dit pas qu'on va rejeter tout jugement de valeur, mais on le suspend. Et là, on peut illustrer le propos en rappelant un film qui est célèbre, mais que vous n'avez peut-être pas vu, qui est La règle du jeu de Jean Renoir. C'est un film qui date des années 30, donc un peu ancien. Il y a une phrase qui est souvent citée, qui est « Ce qui est terrible sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons, et cela donne envie de disparaître. » Et souvent, la citation est réduite à « chacun a ses raisons ». Et la sociologie compréhensive, ça serait de comprendre les raisons de chacun. Je crois qu'il faut prendre la citation dans son ensemble. Le résultat, c'est ce qui est terrible, le fait que chacun ait ses raisons. C'est terrible parce que les gens font des fois des actions qui entraînent des morts, des injustices et tout ce que vous voulez. Bon. Et puis, cela donne envie de disparaître. Eh bien, le choix du chercheur, ça ne sera pas de disparaître, parce que de toute façon, c'est impossible de disparaître à moins de se suicider. Le choix du chercheur, ça sera d'essayer de prendre de la distance pour analyser, pour comprendre ce qui se passe, et après avoir un jugement de valeur plus lucide. Et pour appuyer mon interprétation de la neutralité axiologique chez Weber, je voudrais rappeler un fait qui est perturbant pour ceux qui pensent que la neutralité axiologique, c'est uniquement être neutre sur le plan moral, c'est que, et donc le chercheur et le militant sont complètement étrangers l'un à l'autre, c'est que Weber lui-même a pris parti en faveur d'un anarchiste qui voulait devenir professeur de droit. Alors, la faculté disait, vous ne pouvez pas devenir professeur de droit, vous êtes anarchiste, vous niez la validité du droit. Et Weber disait qu'au sein d'une communauté scientifique, c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui nie la validité du droit, parce que le fait de nier la validité du droit lui permettait de voir des choses que ne voyaient pas ceux pour qui le droit était évident et qui travaillaient à l'intérieur, disons, du système d'évidence créé par le droit. Donc, chez Weber, il y a bien l'idée que la militance peut être active pour la recherche, peut avoir un intérêt pour la recherche, et que la neutralité axiologique n'est pas la négation de la militance. Mais cette proximité n'est pas une confusion, et pour Weber, le moment où la recherche et la militance se séparent, c'est ce qu'il appelle l'affrontement des faits dérangeants. Alors, la première, puisque Weber évidemment est écrit en allemand, on a parlé souvent longtemps de faits désagréables, et maintenant la
traduction qui est sans doute meilleure, qui parle de faits dérangeants. Alors, bon, et dans le climat de cette époque, pour Weber, Marx avait bien analysé un certain nombre de systèmes, du système capitaliste, mais ça avait donné le marxisme, et le marxisme n'affrontait pas les faits dérangeants par rapport à sa propre manière d'envisager les choses. Alors, aujourd'hui, moi je dirais que affronter les faits dérangeants, pour moi, c'est deux choses. C'est la première chose, il y a des gens qui ont le culot de ne pas du tout penser comme vous. Bon. Et donc, c'est se dire que ces gens-là peuvent vous apprendre des choses et peuvent vous faire progresser dans votre propre recherche. Alors, moi, il y a par exemple 3 personnes avec qui je me suis un peu allié, mais qui ont eu un aspect positif dans mes recherches. C'est Catherine Kinsler, Laurent Bouvet et Régis Debray. Bon, c'est ça. Pour le moment, je n'en dis pas plus, mais si ça vous intéresse, on peut revenir sur tel ou tel de ces auteurs, de ces spécialistes dans la discussion. Alors, donc, c'est à la fois les lire en se disant que peut-être ils ont vu des choses que vous n'avez pas vues, et puis, puisque vous êtes en désaccord avec eux, essayez de voir où vous séparez d'eux et en quoi fondamentalement consiste le désaccord au-delà des polémiques que vous pouvez avoir. Essayez de voir ça froidement. Et le second fait dérangeant, c'est le fait que les dossiers que vous étudiez peuvent vous faire découvrir des aspects de la réalité qui vont contre une mémoire collective qui est toujours un peu légendaire, et notamment la mémoire de votre propre famille politique. Bon, pour prendre un exemple, Jaurès est vraiment considéré un peu comme un saint républicain étant donné son assassinat en 1914. Et quand vous étudiez Jaurès d'un peu près, vous vous rendez compte que par exemple il a été combiste jusqu'au dernier moment, il a cautionné l'affaire des fiches et que c'était vraiment peu reluisant, etc. etc. C'est-à-dire que, de même qu'on dit qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre, il n'y a pas de grand homme pour l'historien. Et actuellement, par exemple, un fait dérangeant pour un intellectuel de gauche, ça sera de dire que l'armée maîtrise beaucoup mieux la laïcité que l'école, que l'institution militaire sait y faire en matière de laïcité, alors que l'institution scolaire ne sait pas y faire en matière de laïcité. Là encore, je n'en dis pas plus, et si ça vous intéresse, on reprendra ça dans la discussion. Donc, voilà, il faut affronter ces faits dérangeants, et c'est là que le chercheur se différencie du militant, et ça n'empêche pas d'être militant par ailleurs. Un médecin qui soigne un accidenté de la route, il s'intéresse à la blessure qu'il a, etc., et aux aspects techniques de cette blessure. Il ne s'intéresse pas de savoir si c'est lui qui a provoqué l'accident de la route ou s'il a été victime de l'accident de la route. Mais par ailleurs, il pourra lutter dans une association contre la violence routière. Et justement, étant donné que comme médecin, il a un certain savoir sur le sujet, ça sera d'autant plus intéressant qu'il milite dans cette association contre la violence routière. Donc vous voyez, c'est une séparation des temporalités, mais ce n'est pas du tout une contradiction. Donc, voilà, je le cite parce que j'ai un tour. Et à partir de ce moment-là, il faut... ah oui, j'ai travaillé à partir de types idéaux, donc j'en ai parlé hier, j'en redis un peu aujourd'hui. Donc, pour dire les choses vite et de manière compréhensible, les types idéaux, c'est des portraits robots. Donc, que vous bâtissez à partir de la réalité empirique, mais bon, si vous voulez parler de Cyrano de Bergerac, vous allez dire qu'il a un grand nez. Bon, mais évidemment, Cyrano de Bergerac, il a 2 bras et 2 jambes comme tout le monde, mais vous n'allez pas le définir en disant qu'il a 2 bras et 2 jambes comme tout le monde. Parce que là, justement, c'est n'importe quel humain, c'est pas Cyrano de Bergerac. Donc, vous prenez des traits distinctifs, des traits saillants, et vous en faites un portrait robot, et après, dans les dossiers concrets que vous étudiez, vous voyez si ça correspond au portrait robot, et si ça ne correspond pas, c'est intéressant, évidemment, parce que ça peut vous faire découvrir des choses nouvelles.
Alors, pour en terminer avec ça, de même que Roberto Mella avait continué et la problématique de Durkheim, la problématique de Weber a été continuée par Peter Berger et Thomas Lippmann, et justement qui ont écrit un bouquin dans les années 60 qui m'a beaucoup influencé, qui s'appelait La construction sociale de la réalité. Et selon Berger et Lippmann, alors là aussi je suis obligé pour tout ça de résumer vraiment à l'extrême, la construction sociale de la réalité s'effectue par un processus d'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'en institutionnalisant, on objective, on stabilise des actions répétées, si vous voulez, que ces institutions tendent à devenir socialement obligatoires, l'obligation d'instruction, le fait qu'actuellement vous ne pouvez pas en Occident mener une vie sans avoir affaire à des médecins, et sans vous plier à certains moments à la médecine, et des fois d'ailleurs on va vous demander des certificats médicaux. Et donc il y a des croyances, des systèmes de sens, des mythes, des idéologies, des savoirs, etc., qui légitiment ces institutions et qui légitiment la contrainte qu'elles exercent sur vous. Et c'est là qu'il y a chez Peter Berger et Thomas Lippmann l'idée que ça devient des allants de soi. C'est-à-dire que quand on va chez le médecin, on ne fait, si vous voulez, on ne pense pas à l'historicité qui fait que la médecine est devenue socialement obligatoire alors qu'elle n'était pas il y a quelques siècles. Bon, on va chez le médecin parce que ça va de soi qu'on est malade et on va chez le médecin. Bon, ou qu'on a besoin d'une ordonnance pour régulariser ses médicaments, etc. Donc ça devient un allant de soi et l'objectif d'une institution, c'est d'avoir un monopole de légitimité sur le champ qui est le sien. C'est-à-dire la médecine tente à avoir un monopole de légitimité sur la santé, l'école tente à avoir un monopole de légitimité sur l'instruction, et la religion a tendu d'avoir un monopole de légitimité sur le sacré, sur les choses qui la concernent. Alors, ceci dit, il y a des gens qui résistent à ce monopole, il y a des hérétiques, il y a des gens qui ont été anti-vaccins dès le début dès la vaccination, si vous voulez. Et le mouvement, évidemment, a été plus important au moment du Covid, et justement parce qu'on est dans le 3e siècle de laïcisation. Mais ça a toujours existé, les anti-vax. Et de même, vous avez toujours eu des écoles qui ont fait des expérimentations pédagogiques, etc., et un peu en marge de l'institution scolaire. Donc, bien sûr, la réalité sociale n'est jamais figée, elle bouge, et cette construction sociale de la réalité n'est jamais terminée. Alors, moi, j'ai essayé donc de me dire que la sociologie historique de la laïcité, ça ne concernait pas seulement la religion, mais ça concernait les différentes institutions, puisque ces différentes institutions, elles se légitimaient par des allants de soi, c'est-à-dire par des sens sacralisés, si vous voulez, et qu'il fallait étudier l'interconnexion entre ces diverses institutions. Et là, je me suis spécialement intéressé, parce que l'école, il y avait déjà des gens qui avaient travaillé, je me suis spécialement intéressé à la médecine, et j'ai fait un livre qui s'appelle Sacrée médecine, où j'essaye d'appliquer ma théorie des seuils de laïcisation à l'évolution de la médecine. Et alors, pour prendre un exemple, encore au 19e siècle, pour la plupart des gens, la mort, qu'est-ce que c'est? C'est le passage dans l'au-delà. Il faut réussir ce passage dans l'au-delà, et pour réussir ce passage dans l'au-delà, eh bien, il faut recevoir les derniers sacrements pour être, autant que faire se peut, exempté de ses péchés, et si on ne va pas directement au paradis, passer le moins de temps possible au purgatoire. Et donc, si vous voulez, ce qui est le plus redouté,
c'est la mort subite, la mort sans avoir reçu les derniers sacrements. Et c'est pas tellement le fait de mourir 2 ou 3 ans plus tôt, 2 ou 3 ans plus tôt, 2 ou 3 ans plus tard. Parce que c'est pas parce qu'on meurt plus vieux qu'on est mort, et qu'on est mort moins longtemps, si vous voulez. On est mort pour l'éternité. Donc la temporalité n'a rien à voir avec la temporalité terrestre. Donc le plus important, c'est les derniers sacrements, et c'est d'éviter la mort subite. Et puis au fur et à mesure que justement au XIXe siècle la médecine s'institutionnalise, devient une institution, eh bien la mort devient la fin de la vie à retarder. C'est plus du tout pareil que le passage dans l'au-delà, quand c'est la fin de la vie à retarder. Parce que là du coup, c'est pas la mort subite qui est le plus redouté, c'est la mort jeune, si vous voulez. Il faut vivre le plus longtemps possible, le plus vieux possible. Et c'est une focalisation sur ce que dans la première problématique on appellera l'ici-bas, et qui deviendra la vie allant de soi. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, comme personne, comme individu, continuer à croire que le plus important, c'est le passage dans l'au-delà. Bon, encore que maintenant, justement, dans le 3e seuil et d'une laïcité crispée, on vous demande de considérer les dites valeurs de la République comme plus importantes que vos croyances personnelles, mais pas en tout cas au 1er seuil, ni au 2e seuil, ni même au 2e seuil, quand la laïcité était mieux assurée. Personnellement, vous pouvez considérer que le plus important, c'est de réussir votre passage dans l'au-delà, aller au paradis. Bon, c'est d'ailleurs, les terroristes, c'est souvent dans cet état d'esprit-là qu'ils sont. Hein. Ils veulent, leur action terroriste, c'est pour pouvoir gagner le paradis. Mais évidemment, comme membre d'une société moderne, vous devez subir les contraintes, vous devez subir le fait que l'allant de soi de la société moderne, c'est la fin de la vie à retarder. Sauf que, justement, maintenant, on est en train de changer et qu'il y a des mouvements. Moi, je suis au conseil d'administration de l'ADMD, de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, où, justement, on met en question l'allant de soi qui serait que le rapport à la mort impliquerait de le retarder indéfiniment pour parler de mort digne, etc. Et on retrouve, si vous voulez, d'une toute autre manière, bien sûr, mais on retrouve un peu ce qui se passait auparavant, c'est-à-dire que la qualité de la mort devient importante, alors que l'optique de retarder la mort indéfiniment est une optique plus quantitative. Donc vous voyez, c'est pour vous dire qu'il y a des interférences. Alors évidemment avec l'école, d'autant plus, parce que si la mort c'est le passage dans l'au-delà, eh bien c'est l'enseignement du catéchisme qui est le plus important. Si la vie en soi a de la valeur et si finalement on s'occupe que de la vie qu'on vit ici-bas et maintenant, eh bien c'est le savoir de l'école évidemment qui prend plus d'importance. Donc, juste une petite précision, c'est que ces allants de soi, ça a un rapport très fort avec le langage, ça déborde le langage, bien sûr, mais ça a un rapport très fort avec le langage, et donc je me suis intéressé aux anthropologues et aux philosophes du langage, comme Wittgenstein, ou Brice Parham, qui sont très attentifs à ce que Wittgenstein appelle les jeux de langage, et qui comme vraiment des choses fondamentales. Alors je prendrais par exemple comme ça l'exemple, ceux qui, moi quand justement j'ai commencé à travailler dans les années 60, étaient des crimes passionnels, sont maintenant des féminicides. Et le fait qu'on parle de crimes passionnels ou on parle de féminicide, c'est pas du tout, du coup, la même réalité qu'on construit suivant qu'on emploie l'un ou l'autre. Donc, vous voyez bien que l'importance des mots et la performativité des mots, c'est pas seulement tu causes toujours, tu m'intéresses, c'est aussi que les mots façonnent des réalités sociales, juridiques, différentes. Donc, à partir de là, je vais parler de mes seuils de laïcisation. Alors, donc, en sachant que c'est des portraits robots,
en sachant qu'aujourd'hui, je vous parle uniquement de la laïcité en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de laïcité dans d'autres pays. Mais l'hypothèse que je fais, par exemple, sur une comparaison, parce que j'ai fait un ouvrage avec Cédric Mathieu sur la comparaison entre la France et le Royaume-Uni, et notre hypothèse, c'est qu'en France, le processus de laïcisation a englobé le processus de sécularisation, alors qu'au Royaume-Uni, ça a été l'inverse. Donc, quand j'étudie le processus de laïcisation, évidemment, il y a des éléments qui peuvent appartenir à la sécularisation, mais le processus de laïcisation nous semble englobant. Alors, il faut évidemment, si on parle de seuil de laïcisation, il faut faire un point zéro, si vous voulez, qui est avant le premier seuil. Alors, bien sûr, c'est toujours un peu critiquable, mais c'est, comme je vous dis, c'est des portraits robots, et tant que ça donne des effets bénéfiques pour la recherche, on les utilise, puis le jour où on s'aperçoit qu'il y a des failles importantes, eh bien, on essaye de changer. Donc je définis un avant le premier seuil, évidemment qui ne prétend pas donner une étude précise de ce qui se passait avant, mais qui tente de donner un petit portrait robot, si vous voulez, pour opérationnel. Et donc avant ce premier seuil, en gros sous l'Ancien Régime, si vous voulez, la religion organise symboliquement la société. Et là, bon, je renvoie pour justement cette étude du symbolique aux travaux de Ernst Cassirer, qui m'ont également pas mal influencé, et qui en plus, politiquement, est bien, parce que Cassirer s'est affronté à Heidegger. Il y avait un désaccord philosophique entre Cassirer et Heidegger, et à mon avis, ce n'était pas indépendant complètement de leur désaccord politique, puisque vous savez que Heidegger a été contaminé, disons, par l'idéologie nazie. Donc, avant le premier seuil, la religion organise symboliquement la société. En France, le catholicisme est vérité d'État. Le souverain est légitimé par son sacre, donc il faut qu'il ait une légitimation religieuse. Et inversement, il doit assurer le salut de ses sujets. Et au moment de l'édit de Nantes, c'est d'ailleurs ce qui a fait problème, parce que normalement, le souverain, il devait assurer le salut de ses sujets, pour que ses sujets soient sauvés, il devait être catholique. Bon, donc, il y a eu une première tentative, déjà, une première ébauche, bon, pas vraiment de laïcité, parce que ça serait un peu anachronique, mais enfin de quelque chose qui aurait pu ressembler à, en tout cas, la laïcité. Mais ça a échoué. Donc, l'État est un État religieux. Religion et politique sont étroitement mêlées sans être confondues, et on peut parler de pouvoir temporel et de pouvoir spirituel. Alors là, c'est très important parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui croient que la laïcité, c'est la distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Moi, je ne suis pas d'accord parce que, si vous voulez, le terme de pouvoir dans la problématique de Weber indique la possibilité de coercition. Et justement, au moment, avant le premier seuil de laïcisation, même si c'est le pouvoir politique qui est l'instrument de l'Église pour la coercition, il y a justement, comme il doit assurer le salut de ses sujets et donc imposer des doctrines religieuses, il y a effectivement un pouvoir spirituel. Et puis le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, des fois, sont visibles. À partir du moment où il y a laïcisation, la religion entre dans le domaine de l'autorité. Et l'autorité, chez Weber, c'est volontaire et libre, si vous voulez. Bon, vous êtes venu parce que justement vous me conférez une certaine autorité dans la matière, mais je n'avais pas le pouvoir de vous contraindre à venir. C'est ça la différence. Pour dire les choses très rapidement. Donc, le fondement symbolique du lien social a un contenu religieux. Et le politico-juridique a une certaine imprégnation religieuse, je dis certaine parce qu'il y a déjà, évidemment, au niveau du juridique, des tentatives de s'émanciper de la religion et d'être du côté du pouvoir temporel plus que du côté du pouvoir spirituel, mais c'est pas encore, il n'y a pas encore une coupure nette.
premier seuil, on pourrait le qualifier de dynamique laïcisatrice. Parce que la laïcité n'est pas encore véritablement établie, mais elle est en mouvement, elle est en marche, pour reprendre un titre politique d'un. Donc, ça a été indiqué dans la présentation, ça se construit lors de la Révolution et du consulat et du début de l'Empire, et ça devient la règle du jeu, à partir duquel, durant le XIXe siècle, des affrontements politico-religieux vont s'établir parce que, justement, ce qui caractérise ce premier seuil de laïcisation, c'est son ambivalence. D'un côté, il n'y a plus de vérité d'État, le catholicisme n'est plus la religion nationale, la vérité est dans l'État, si vous voulez. Et l'État n'a plus l'obligation d'assurer le salut des Français, ou n'a plus l'objectif d'assurer le salut des Français. Donc, selon une expression d'époque, la vérité est mise au concours. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs vérités dans l'État, plusieurs vérités religieuses dans l'État. Et c'est pour ça qu'il y a un système de culte reconnu qui s'établit. Le culte catholique, le culte protestant, le culte israélite. Et même, héritage de la Révolution, l'indifférence religieuse est tolérée. Elle n'a pas de statut, mais elle est tolérée plus ou moins bien suivant les conjonctures. Et la preuve que la différence religieuse est tolérée, c'est que vous pouvez être marié en étant seulement marié civilement. Il n'y a pas d'obligation du mariage religieux, et ça montre bien qu'il n'y a plus de doctrine religieuse qui est imposée de manière coercitive, puisque vous pouvez vous marier sans passer par l'Église, alors qu'évidemment c'était impossible sous l'Ancien Régime, et que ça avait posé des problèmes chez les protestants, puisque les enfants des protestants étaient considérés comme des bâtards, ils ne pouvaient pas hériter, etc. etc. Donc, il y a cette pluralisation des vérités religieuses qui les fragilise, évidemment. À partir du moment où vous avez plusieurs vérités concurrentes, ça ne va plus de soi. Mais il faut bien voir quand même que le catholicisme conserve une légitimité plus grande que les minorités religieuses, et évidemment a fortiori que l'indifférence religieuse, à la fois parce que, si vous voulez, le passé ne disparaît pas, et donc que ce qui s'est passé pendant des siècles avant le premier seuil continue à agir socialement, que, en plus, le Concordat dit que c'est la religion de la grande majorité des Français, ce qui empiriquement est exact, mais cette reconnaissance que c'est la religion de la grande majorité des Français crée une certaine légitimité spécifique du catholicisme. Et donc, chacun va essayer de tirer la couverture à lui, et ça va être le fameux conflit, si vous voulez, entre les anticléricaux entre les cléricaux et les anticléricaux, entre les gens qui pensent que la France est la fille aînée de l'Église et les gens qui pensent que la France est issue de la Révolution, la France moderne est issue de la Révolution. Chacun essaye de tirer la couverture à soi. Le catholicisme essaye de faire que l'Église catholique redevienne la vérité d'État. Et c'est par exemple la loi sur le sacrilège en 1825, mais elle est rapidement abolie. Et inversement, mais par exemple, les catholiques ont plus de réussite au niveau du divorce, puisque le divorce est interdit en 1816. Et inversement, les anticléricaux estiment que l'État doit finalement admettre toutes les croyances à égalité, si vous voulez. Ils luttent pour qu'il n'y ait pas un degré de hiérarchisation dans la légitimité, mais que puisque plusieurs vérités sont dans l'État, eh bien, ces vérités soient toutes égales, et que, puisqu'il y a plusieurs vérités religieuses, eh bien, le fait d'avoir aucune religion devienne à son tour une vérité convictionnelle, si vous voulez, et avec une égalité de traitement par rapport aux religions. Donc, il y a cette pluralisation. Mais il y a aussi une fragmentation institutionnelle. Bon, et
et là je peux aller vite puisque je vous en ai déjà parlé, la médecine par exemple va peu à peu donc s'institutionnaliser, prendre son autonomie et devenir un allant de soi qui peut aller contre la religion. Parce que, si vous voulez, sous l'Ancien Régime, le médecin est obligé de dire au malade qu'il va bientôt mourir, justement pour que le malade puisse faire appel au prêtre et puisse recevoir les derniers sacrements. Au XIXe siècle, c'est plus le cas. Le médecin ne risque plus d'aller en prison s'il n'avertit pas que... Et évidemment, le médecin, il veut que le malade guérisse, il ne va pas dire au malade, vous allez mourir. Il a tendance au contraire à lui raconter des connes et à lui dire qu'il va guérir même quand il sait qu'il ne guérira pas. Ça pose d'ailleurs un problème justement sur le mensonge du médecin ou pas. Il y a des grands débats éthiques au XIXe siècle là-dessus. Mais comme justement il n'avertit pas le malade qu'il va mourir, eh bien très souvent le malade meurt sans les derniers sacrements. Or, dans sa conviction personnelle de malade, il peut avoir le fait que les derniers sacrements sont essentiels pour réussir sa mort, si vous voulez, et pour pouvoir aller dans l'au-delà, pour pouvoir aller au paradis. Sans compter que s'il va au purgatoire, eh bien ses descendants, ils payent pour des messes pour les âmes du purgatoire, et donc c'est un coût financier aussi, tout ça. Tout ça, c'est lié aussi à l'économie, je suis obligé d'en parler très brièvement, mais voilà, c'est très matériel, si vous voulez, c'est pas seulement au niveau du symbolique. Et donc, il y a des querelles, évidemment, entre des prêtres et des médecins. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même les médecins catholiques sont plutôt dans la langue de soi médicale. Le fait qu'ils soient médecins, peu à peu, privilégie sur leur propre conviction. Et qu'à la fin du siècle, eh bien, la langue de soi médicale est vraiment établie, institutionnalisée. Et quelles que soient vos convictions personnelles, vous êtes obligé de vivre dans une société où la règle du jeu, c'est la langue de soi médicale et ses règles propres et sa logique propre. Donc, dans ce premier seuil, vous voyez, il y a une ambivalence très forte. La religion continue de participer à l'organisation de la société parce que, d'abord, elle assure un service religieux qui est considéré comme un service objectif, c'est-à-dire que vous avez des besoins religieux, comme vous avez un besoin d'instruction, comme vous avez un besoin de bonne santé, etc. C'est considéré comme aussi objectif. Et d'autre part, la religion est considérée comme le fondement de la morale. Mais vous voyez bien la lutte qu'il peut y avoir entre une morale médicale et une morale religieuse. Et à la fin du siècle, par exemple, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent sur le mariage. Et qu'est-ce que doit être un bon mariage, combien de rapports sexuels les épouses doivent avoir, etc. etc. Parce qu'ils prétendent fonder la morale sur la science et que c'est eux qui, évidemment, connaissent la science biologique. Vous avez aussi beaucoup d'écrits de médecins qui s'appellent « La femme, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être ». Donc vous voyez l'aspect normatif, le contrôle du corps des femmes, évidemment, un enjeu entre la religion et la médecine. Donc, vous avez une instabilité politique, justement, qui a des raisons politico-religieuses, suivant que des gouvernements plutôt cléricaux ou des gouvernements plutôt anticléricaux triomphent. Et la seconde, ça va être l'établissement de la laïcité, donc la fin de cette ambivalence, si vous voulez, et le triomphe finalement de la France issue de la Révolution sur la France fille aînée de l'Église, les gens pouvant continuer à être du camp de la France fille aînée de l'Église, mais au niveau des libertés publiques, au niveau des libertés publiques, pas au niveau du système de règles du jeu social. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que la religion ne participe plus à l'organisation de la société, mais elle ne participe plus à l'organisation de la société au niveau synchronique, au niveau de l'époque, si vous voulez. Il n'empêche que vous avez toute l'épaisseur historique
qui ne disparaît pas du jour au lendemain, bien sûr. Et la loi de 1905 en tient compte, puisqu'elle maintient les fêtes catholiques, Noël, Pâques, enfin les lundis de Pâques, Pentecôte, le 15 août, la Toussaint, etc. Et elle déclare qu'il n'y aura plus de monuments religieux dans l'espace public, mais désormais, à l'avenir, dit la loi. Autrement dit que les calvaires, les statues qui existent, on les laisse, et même on les entretient. Donc, la laïcisation, dans ma terminologie, est synchronique, mais elle n'est pas diachronique. On admet que la France a un passé religieux, et que ce passé religieux, il continue à exister, ne serait-ce d'ailleurs que l'ensemble des églises, cathédrales, etc., qui sont propriété de l'État depuis la Révolution, et qui sont dévolues gratuitement aux associations cultuelles catholiques dans la mesure où elles se forment, mais elles ne vont pas se former. Donc il faudra, et je l'ai expliqué ça hier, les dévolure à un culte catholique illégal, puisque non seulement le pape refuse la loi de séparation, mais il a 3 autres refus, 3 autres solutions que lui propose Aristide Briand. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de vérité religieuse objective, si vous voulez. Les vérités religieuses font partie des libertés publiques, font partie de la liberté d'opinion, font partie de la liberté de conscience, etc. Mais là, on est au bout du processus où la religion n'est plus qu'une autorité, si vous voulez, et n'est plus normalement un pouvoir. Les règles juridiques n'ont plus à se préoccuper de la religion des gens. Alors, je vais passer tout de suite au 3e seuil de laïcisation, parce que sinon je ne vais pas tenir mon horaire. Dans le 3e seuil de laïcisation, eh bien, la société la laïcité est en crise, est en perte de plausibilité, dans une société que le sociologue Zygmunt Bauman appelle une société liquide, c'est-à-dire une société qui se désinstitutionnalise. Et c'est pour ça d'ailleurs que, c'est des dates qui sont symboliques, si vous voulez, évidemment que c'est des processus historiques avec des épaisseurs historiques plus grandes, mais mai 68 est une date symbolique, puisque mai 68, on met en question les institutions trop sûres d'elles-mêmes et dominatrices. Et puis, l'autre date symbolique, c'est 1989, où vous avez à la fois le bicentenaire de la Révolution française, donc avec retour de l'idéologie de l'universel abstrait, du citoyen abstrait, etc. Et puis la première affaire de Foulard, autrement dit, avec l'islam qui conteste, si vous voulez, l'ordre laïque établi, si on peut dire, enfin qui le déstabilise en tout cas. Et donc vous avez cette laïcité déstabilisée, mais qui est d'autant plus déstabilisée que les institutions qui étaient porteuses de la laïcité, alors l'école, bon, c'est bien connu, mais à mon avis la médecine aussi, j'ai essayé de vous expliquer, la médecine est un facteur essentiel dans le processus de laïcisation, sont remises en cause. Et l'ADMD, justement, qui naît en 1980, est typique de ça, c'est-à-dire que non, le rôle du médecin de retarder constamment la mort n'est plus un allant de soi. Nous, patients, nous, malades, on veut avoir une mort digne et on veut maîtriser notre mort face à l'emprise médicale. Donc, de même, les revendications de signes religieux à l'école sont dans ce rapport de désinstitutionnalisation de l'école, où les rapports à l'école sont beaucoup plus consuméristes. Mais il y a quelque chose dont on ne parle pas quand on parle de laïcité, et qui pourtant est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce,
c'est que la loi Debré va tout à fait dans le même sens. Le fait de donner autant de subventions publiques à des écoles confessionnelles, ça signifie effectivement que la laïcité scolaire en prend un sacré coup. Et bon, le mot d'ordre de l'école comme sanctuaire républicain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Betaram a été un sanctuaire républicain? C'est évidemment un slogan idée. Enfin, si vous voulez, le troisième seuil de laïcisation montre que les allants de soi du second seuil ne vont plus du tout de soi. Ne vont plus du tout de soi. Et désacralisent, déstabilisent. Donc, pour moi, si vous voulez, la rigidification de la laïcité à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est des gens qui veulent maintenir les allants de soi du second seuil dans une situation, dans une conjoncture socio-historique qui n'est plus la conjoncture socio-historique du deuxième seuil, qui a changé. Et alors, bon, je vous dis, c'est d'autant plus intéressant que moi, quand j'ai commencé évidemment à m'intéresser au truc, on n'était pas encore dans le troisième seuil. On l'a été au fur et à mesure que mes recherches se sont déroulées et les années ont passé. Et en 1990, dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Vers un nouveau pacte laïque, je mets à la fin être acteur du troisième seuil. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que le troisième seuil est en train d'émerger, mais je n'ai pas encore les moyens de l'analyser parce que c'est trop récent. Je ne peux pas avoir encore le minimum de distance temporelle pour le faire. Et effectivement, comme il est en train d'émerger, eh bien, l'heure est à l'action, parce que l'action précède l'analyse. Alors, dans ce troisième seuil, évidemment, la sécularisation s'est accentuée. Par exemple, il y avait dans les années 50, 15% des Français qui se confessaient régulièrement, et c'est très important parce que c'est un système d'emprise, le confessionnal. Et quand justement les anticléricaux luttaient contre l'Église catholique, ils luttaient notamment parce que le confessionnal permettait un système d'emprise. Un des grands débats internes à l'Église catholique au début du XXe siècle, c'est de savoir s'il faut donner l'absolution aux gens qui votent mal, c'est-à-dire qui votent pour des candidats qui ne sont pas cautionnés par l'Église catholique. Donc vous voyez bien le canal d'influence politique que représente le confessionnal. Ce pourcentage passe à 1% en 1974. 1%, voilà, il n'y a plus d'emprise. Quand vous ne confessez plus qu'1% de la population, vous avez perdu votre pouvoir d'emprise. Donc, il y a l'Église catholique est plus faible. Alors, ceci dit, elle peut arriver dans certaines conjonctures à remobiliser. L'affaire du mariage pour tous l'a montré. Mais surtout, elle est récupérée comme culture patrimoniale, si vous voulez. Elle est récupérée comme culture patrimoniale. Et vous avez par exemple des gens qui mettent des crèches dans les mairies ou dans des bâtiments publics. C'est contraire à la loi de 1905, puisque la loi de 1905 dit qu'à l'avenir, c'est-à-dire à partir de 1905, on n'a plus le droit de faire ça. Bon, mais comme par hasard, c'est des gens qui ont une orientation politique bien précise, et donc c'est le dieu politique des États-Unis, si vous voulez. C'est pas pour les beaux yeux de l'Église catholique qui font ça. C'est parce qu'ils ont une clientèle à qui s'appelait, une clientèle électorale à qui s'appelait, et donc c'est effectivement un dieu politique, si vous voulez. Donc vous avez dans le troisième seuil de laïcisation la tentative d'avoir une religion civile à l'américaine. Donc d'avoir que la République ne soit, que la religion civile française ne soit plus l'absolutisation de la République par elle-même, mais un dieu politique, si vous voulez, culturalisé, alors qu'on n'appellera peut-être pas Dieu, parce que justement en France ça n'a pas la même résonance qu'aux États-Unis, mais enfin du religieux culturalisé, patrimonialisé, qui est intégré à la religion civile française, et vous avez une sorte de réconciliation des deux France, de la France fille aînée de l'Église
la France fille de la Révolution, face à la déstabilisation du système symbolique que l'islam opère en étant... alors, ce qui est intéressant, c'est que le judaïsme l'opère tout autant. Les deux sont des systèmes orthopraxis, c'est-à-dire que, par exemple, le corps a une grande signification au niveau aussi bien de la religion juive que de la religion musulmane. Mais effectivement, le fait qu'il y a eu la Shoah fait que les politiques publiques ne réagiront pas du tout de la même manière face au judaïsme et face à l'islam. Alors la question qu'on peut se poser, c'est combien faudra-t-il de morts musulmans pour que sanctuariser l'islam comme le judaïsme est sanctuarisé actuellement par les politiques publiques françaises. Et ça, c'est plutôt une question citoyenne qu'une question scientifique. Mais vous voyez, alors c'est intéressant parce que, par exemple, si on parle d'islamophobie, ça démoralise le truc. Les gens ne sont pas islamophobes parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils sont pervers ou tout, quoi que ce soit. Ils sont islamophobes parce que l'islam déstabilise leur croyance, si vous voulez, exactement comme le mur de Berlin a déstabilisé les croyances de communistes. Et vous aviez des communistes qui étaient perdus, complètement perdus et perplexes, par ce qui arrivait au système soviétique, parce que ce à quoi ils avaient toujours cru se démolissait. Et le rôle de l'islam actuellement en France, et les coups qu'il reçoit, c'est évidemment le fait qu'il déstabilise des allants de soi, si vous voulez. Quand une femme... Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'il y a eu une enquête sociologique sur l'histoire des femmes qui refusaient de se déshabiller devant des médecins, etc. Bon, ils sont aperçus qu'il y avait que le problème se posait tout autant pour les femmes juives que pour les femmes musulmanes. Mais dans le discours social, on parle que des femmes musulmanes. Alors, vous voyez là, on a, en exigeant par exemple un médecin femme, c'est un allant de soi religieux qui va contre l'allant de soi médical, où prétendument le médecin n'a pas de sexe. En fait, on sait bien que le médecin est sexué comme tout le monde, mais voilà, en tant que médecin, il n'a pas de sexe, c'est l'allant de soi médical, et donc, alors qu'on ne se déshabille pas devant n'importe qui, on peut se déshabiller devant le médecin. Et c'est ce genre de certitude, si vous voulez, qui est mise en cause. Donc, le fait d'étudier ça sociologiquement permet de comprendre ce qui se passe sans, en évitant, disons, des jugements moraux trop hâtifs. Alors après, on fait ses choix citoyens, on fait ses choix politiques, etc. Mais on a compris un peu le pourquoi et le comment de la situation qu'on est en train de vivre. Je terminerai par là. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Allô ? Oui. Alors déjà, on vous remercie pour cette conférence et on va du coup ouvrir une phase de questions. On va ouvrir plein de questions de notre part. Vous avez parlé du coup du fait que actuellement une partie des rigidités vis-à-vis de la question de la laïcité était portée par notamment certaines personnes qui voulaient appliquer des règles correspondant au second seuil mais qui ne correspondent pas à des réalités sociales actuelles. Donc est-ce que, pour poser la question de manière peut-être un peu plus exagérée, est-ce que vous estimez que la façon dont on conçoit la laïcité aujourd'hui, à la fois d'un point de vue social ou d'un point de vue juridique, doit être mise à jour ou réformée pour correspondre aux nouvelles réalités sociales du monde actuel? Alors, ce qui est paradoxal, et ce qui montre bien, à mon avis, justement, que ça se passe un peu comme j'ai expliqué, c'est que si on a actualisé la loi de 1905, il faut l'actualiser au profit des non-croyants, des indifférents, des agnostiques, parce que la loi de 1905 a été faite à un moment où 99% des Français se rattachaient à une religion. Alors, dans un rapport de proximité, de distance plus ou moins grand, mais si vous voulez, où le problème de l'athéisme comme fait social, alors, ne se posait pas. Quand je dis se posait pas, en fait, la République était considérée comme justement libre penseuse. Donc c'était le tout, mais donc c'était pas la partie non plus. Et
mais tout le monde, à part peut-être 1% de gens qui refusaient d'être enterrés religieusement, tout le monde avait un rapport à la religion. Bon. Aujourd'hui, une petite majorité, mais quand même une majorité de Français, ne se rattachent pas à la religion. Donc les accommodements que la loi de 1905 a fait pour les religions, il n'y a aucune raison qu'ils soient pas, que les athées, les agnostiques, etc. n'en bénéficient pas. Je donne un exemple. La loi de 1905 ne dit pas d'argent public pour les religions, sauf dans les lieux fermés des aumôneries. Donc vous avez des aumôniers militaires, vous avez des aumôniers des prix. Alors c'est des aumôniers militaires qui sont le mieux payés, qui marchent le mieux. Et dans les prisons, dans les hôpitaux, vous avez également des aumôniers qui sont payés et qui peuvent être payés sur argent public. Mais les gens qui veulent réfléchir au sens de la vie, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie qui les a conduits en prison, comment vont-ils pouvoir vivre quand ils sortiront de prison pour ne pas récidiver, etc. S'ils se posent ce genre de questions en dehors d'une tradition religieuse, ils n'ont personne pour réfléchir avec eux. Alors que s'ils sont témoins de Jéhovah, ils ont un aumônier témoin de Jéhovah, etc. Donc, si vous voulez, moi je serais pour que la fin de l'article 2 de la loi de 1905 dise aumônier et conseiller humaniste, et qu'on paye des conseillers humanistes. Donc, s'il y a à modifier la loi de 1905, c'est pour tenir compte du fait qu'en France, maintenant, l'affiliation religieuse n'est plus du tout quelque chose d'unanime, mais que la moitié de la population n'a pas d'affiliation religieuse, au moins. Bon. Et donc, ils doivent avoir des droits qui n'aura pas été reconnus par la loi de 1905 parce que ce n'était pas le problème de la loi de 1905. Elle n'a jamais prétendu résoudre les problèmes ad aeternam. Mais, paradoxalement, justement, comme les gens sont obsédés par l'islam, ils ne se rendent même pas compte que si on parle de réviser la loi de 1905, ça serait au profit des athées, des agnostiques et des indifférents. Vous voyez, donc il y a un paradoxe tout à fait intéressant. Et alors moi, depuis 20 ans, je dis ça, mais les gens qui sont contre moi, jamais ils relèvent ça. Jamais. Jamais. C'est extraordinaire quand même de voir la lecture sélective, si vous voulez, que les gens font. Leur fait dérangeant, ben, ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni. J'aurais une seconde question pour vous. Alors, c'est dans la continuité de la conférence d'hier, mais j'ai rajouté une seconde question qui fait suite à cette conférence. La première, c'est comment expliquer que le principe de laïcité n'ait été reconnu comme PFRLR qu'en 2013 à l'occasion d'une QPC. Donc ça a été reconnu par le Conseil constitutionnel, si je ne dis pas de bêtises à partir de cette date. Ça fait suite à une première reconnaissance, à une première qualification par le Conseil d'État en 2001. Mais ma question, c'est donc pourquoi ce principe, qui aujourd'hui est quand même un des principes majeurs de la République, n'a été identifié comme PFRLR qu'en 2013, alors qu'on a des principes, par exemple, l'indépendance des enseignants du supérieur, qui a été reconnu avant. Alors, attention, il n'y a pas de hiérarchisation des PFRLR, mais c'est quand même assez étonnant que ce principe quand même fondamental de la République, ce principe majeur, n'a été reconnu qu'aussi tard. Et à ça, je rajouterais donc comme question, un peu dans la continuité, comment interpréter les pétitions aujourd'hui d'associations laïques qui veulent constitutionnaliser ces deux premiers articles de la loi de 1905. Alors, à mon avis, justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une volonté d'allant de soi laïque. Puisque, justement, le grand mot d'ordre d'un certain nombre de laïcs, c'est de dire la laïcité ne supporte pas d'être adjectivé, d'être qualifié, etc. Et moi, j'en ai pris plein la figure avec cette laïcité, parce que le fait de dire qu'il y a cette laïcité, on est social traite à la laïcité si on dit ça. Moyennant quoi, on va vous parler de république présidentielle, de république parlementaire, de république participative, de république représentative, etc. C'est bizarre que la laïcité soit le seul mot de la langue française qu'on n'aurait pas le droit de qualifier. Mais justement, ça veut dire qu'on veut créer un allant de soi laïcité, si vous voulez, qu'on puisse pas. L'allant de soi, c'est ce qu'on ne peut pas discuter, ce dont on ne peut pas débattre, si vous voulez. Ce qui s'impose de manière évidente. Ce sont des évidences symboliques. Et donc, on ne définissait pas la laïcité
parce que justement, elle devait aller de soi, et donc elle n'avait pas besoin d'être définie, ce qui permettait à chacun, finalement, d'avoir sa définition de la laïcité et de faire comme si cette définition était universelle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le Conseil constitutionnel a été obligé de la définir à partir d'une question de constitutionnalité sur l'Alsace Moselle, puisque l'Alsace Moselle est encore partiellement, évidemment, parce qu'elle n'est pas étrangère au climat du second puis du troisième seuil de laïcisation, mais au niveau juridique, elle est au premier seuil de laïcisation. Elle a un clergé payé par l'État, des cultes reconnus, etc. Donc au niveau juridique, elle est dans le premier seuil de laïcisation. Et donc, c'est à partir d'une question disant, alors, c'est très marrant parce que la question a été posée à partir des pasteurs protestants. On n'a pas osé la poser à propos des rabbins parce que ça ferait antisémite. On n'a pas osé la proposer à propos des prêtres parce que le catholicisme a un poids social plus important. Donc, on a demandé au Conseil constitutionnel pourquoi les pasteurs sont payés par l'État. Et le Conseil constitutionnel a commencé par dire c'est une dérogation, cette dérogation elle existait quand on a constitutionnalisé la laïcité en 1946, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas, tant qu'il n'y a pas une loi qui l'abolit. Il n'a pas fermé la porte à un changement de régime en Alsace-Moselle, et ça aussi, bon, moi personnellement je suis contre la persistance de ce régime en Alsace-Moselle, mais il a dit c'est une dérogation. Alors ça aussi, si la laïcité française est universelle, comment ça se fait qu'elle n'est même pas respectée dans l'Hexagone? Et je ne parle pas de l'outre-mer. Donc, c'est à partir de là. Et donc, à partir de là, le Conseil constitutionnel a défini la laïcité, mais, bon, à mon avis personnel, ça c'est un avis personnel, sa définition est moins bonne que la loi de 1905. Il ne parle pas de la liberté de conscience. Il arrive à définir la laïcité sans parler. Alors, il parle du respect de toutes les croyances, c'est la Constitution de 1958. Mais c'est quand même un peu étonnant qu'il ait supprimé le terme de liberté de conscience. Et puis, pour il y a autre chose qu'il a supprimé, et là, c'est vraiment conscient, si vous voulez, parce que ça correspond à justement une réalité qui fonctionne et qui a ainsi un peu constitutionnalisé, c'est-à-dire qu'il a enlevé dans l'article 2 de la loi de 1905 le principe de non-subvention. Il a dit que la laïcité, il n'y avait pas le clergé n'était pas salarié, si vous voulez, mais il n'a pas parlé des subventions, parce que justement il y a des subventions indirectes, etc. Et donc, du coup, je reviens à votre deuxième question, la constitutionnalisation des deux premiers articles, d'une part, obligerait de faire une loi sur l'Alsace-Moselle, plus une loi sur la Guyane, puisque en Guyane, les prêtres sont payés par la collectivité territoriale à partir d'un décret de Charles X pour l'évangélisation des indigènes, donc c'est quand même extraordinaire dans la France de 1926, de 2026, pardon. Et donc, s'il y avait constitutionnellement du deuxième article, le principe de non-subvention deviendrait un principe non constitutionnel. Ce qui poserait un problème, puisqu'il y a des tas de subventions indirectes, et il y a notamment les crédits d'impôt, qui sont quand même des subventions indirectes assez conséquentes. Donc, voilà. On va maintenant faire appel aux questions dans la salle et on va faire circuler le micro. Bonjour monsieur. Je dois bien avouer que je ne vous connaissais pas avant d'arriver dans cette conférence. Et donc quand vous disiez tout à l'heure qu'on était venu parce que vous étiez peut-être une figure d'autorité, eh bien figurez-vous qu'il y a des allants de soi qui tombent. Je suis désolé. La figure d'autorité pour moi ce jour-là, c'était l'association Chupa et les collègues qui me semble, proposent des conférenciers intéressants. C'est par curiosité que je suis venu. Alors, par contre, j'étais allé à une conférence de Henri Peña-Ruiz sur la laïcité, qui lui, par contre, disait, effectivement, on n'adjective pas la laïcité. Et bon, j'avais été convaincu, mais je me demande, convaincu par
votre son principe des 7 types idéaux de laïcité. Donc je pense que je vais aller voir le livre La laïcité expliquée aux enfants. Et ça sera très intéressant pour moi. J'ai bien suivi votre déroulement sur le point zéro, les premiers seuils, deuxième, troisième seuil. Je me demandais si... je me demandais plutôt quel serait le 4e seuil, ou quels seraient des 4e seuils qui pourraient être des alternatives. Est-ce que vous en voyez arriver des 4e seuils? Non, parce que, enfin, d'une part, bon, l'historien n'est pas quelqu'un qui prévoit l'avenir, et d'autre part que, justement, l'avenir sera une combinaison, si vous voulez, un agencement de structures. Alors, vous pouvez voir telle ou telle structure, et c'est impossible de dire comment elles vont s'agencer. C'est impossible de dire si on va avoir une 3e guerre mondiale ou pas, des choses comme ça. C'est-à-dire que bon, justement, c'est en 90 que j'ai commencé à parler du 3e seuil, en voyant qu'il y avait un 3e seuil qui émergeait. Et en 90, effectivement, il y avait eu mai 68, il venait d'avoir la première affaire de Foulard, il venait d'avoir le 10 ans de la Révolution française, c'est-à-dire il y avait des éléments qui me permettaient de commencer à penser qu'on était en train de changer structurellement de conjoncture. Là, pour le moment, il n'y a pas... Enfin, les événements qui se passent, pour moi, confirment le fait qu'on est bien dans le 3e seuil. Mais bon, je ne peux pas percevoir pour le moment d'éléments qui me diraient qu'on va vers un 4e seuil. Mais, si vous voulez, il me semble que les événements qui sont arrivés depuis justement 1990 sont des événements qu'on peut analyser, enfin qui deviennent compréhensibles si on les analyse dans la logique du 3e seuil. Alors, bon, sur Pénard-Ruiz, je serais net, je ne l'ai pas nommé, et c'est pas un hasard, dans les personnes qui m'ont influencé. Autant Catherine Kitzler, Laurent Bouvet et Régis Debray, pour moi, je ne suis pas d'accord avec eux, mais ils ont donné des apports au niveau de la laïcité, autant j'estime que Pénard-Ruiz, il dit de manière brillante des choses qui pour moi sont des lieux communs. Donc je ne pense pas qu'il ait donné un apport théorique, si vous voulez, et ça c'est une opinion personnelle, qu'on peut très bien ne pas partager, bien sûr. J'avais juste un remerciement à vous faire et une question à vous poser ici. Oui. Donc un remerciement, c'est celui d'avoir montré à nos étudiants comment en fait on bricole sa boîte à outils, comme disait Lévi-Strauss. Ça c'est très important d'un point de vue méthodologique, et vraiment on vous remercie. La manière dont on fait, face à un obstacle, on va chercher ailleurs. Vous, du côté de la linguistique, du côté de la sociologie, du côté de... Enfin voilà, ce que vous avez très très bien montré. Et ce qu'on s'efforce, nous, ici, de leur expliquer. Et là, vous avez vraiment montré un cas, enfin je pense que c'est un vrai cas d'espèce, donc merci pour ce travail didactique que vous avez fait auprès de nos étudiants. La deuxième chose, c'était, moi je voulais bien vous entendre sur Bouvet et sur Debray. Alors j'imagine que du côté de Debray, c'est peut-être autour de la question du sacré. Voilà. Et du côté de Bouvet, une fermeture peut-être un peu plus, ou une forme de raidissement, je ne sais pas. Non, si vous voulez, effectivement, devrait être seul de ce qu'on appelle les philosophes républicains à avoir explicitement posé la question du sacré. Et ça, effectivement, c'est très intéressant chez Debray. Le problème, c'est que pour moi, il en est resté à Durkheim. Le sacré est fondateur socialement, mais il n'est pas allé à Peter Berger et Thomas Luhmann sur la construction sociale du sacré, si vous voulez. Et donc le décryptage de cette construction sociale que doit faire l'historien et le sociologue. C'est là mon dissensus. Et sur Bouvet, sa notion de commun est quelque chose d'important. Et effectivement, je pense que dans le 3e seuil de laïcisation, la question du commun se pose d'autant plus fortement que la mondialisation, les réseaux transnationaux, etc., sont des forces centrifuges. Mais le problème, c'est là aussi, c'est qu'il n'a pas décrypté le commun comme, moi je dirais, une forme symbolique instituante. Le commun, c'est un donné. Pour moi, il a naturalisé, si vous voulez, le commun. Donc sa réflexion sur le commun m'intéresse bien, mais
Alors, sur le plan personnel, si vous voulez, je suis toujours très bien entendu avec Brigitte Debray, avec, vous voyez, ça a été plus un choc, parce que, évidemment, c'était un militant politique, et donc, il me voyait comme tel, si vous voulez, et bon, dans son livre sur la nouvelle question laïque, il dit des choses sur moi que j'estime fausses. Donc, les relations personnelles étaient moins bonnes. Alors, quand même, la troisième personne à qui je voudrais rendre hommage, c'est Catherine Kitzer, parce que je pense qu'au niveau strictement philosophique, elle a en gros les mêmes options idéologiques qu'Henri Pénard-Ruiz, mais elle est beaucoup plus forte philosophiquement et beaucoup plus rigoureuse philosophiquement pour moi que Pénard-Ruiz. Et donc, ça a toujours été intéressant pour moi de se confronter avec elle. On s'est confronté parfois durement, mais quand elle a appris, par exemple, que ma femme avait un Alzheimer, elle m'a dit des choses formidables que je n'oublierai jamais. Donc il y a une empathie, et ça montre bien qu'on peut s'en panailler et quand même avoir de l'empathie. Et voilà, je suis tout à fait reconnaissant de ce qu'elle m'a dit. Je regrette, mais je crois qu'on va être obligé d'arrêter. L'heure, il va falloir conclure. Merci pour ces questions. On va bien en avoir eu plus. Donc, comme on a dit au début, vous pouvez aller acheter les derniers livres et peut-être avoir une dédicace. Et on vous remercie pour cette Alors, je vous recommande quand même plutôt le mot que sais-je plutôt que la laïcité expliquée aux enfants.